Bonjour à tous, merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. Matin d'Éden démarre sur nos antennes d'Éden Télévision Diaspora FM 102.3, 2 heures d'émission démarrant avec le point de l'actualité vue par les canards, avec Corneille Aïssé, bien entendu. Bonjour. Bonjour Tranquillin, bonjour à tous. L'essentiel des sujets décryptés dans les colonnes des canards. Bienvenue à tous. L'actualité ce vendredi 16 septembre 2016, c'est bien la célébration de la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Cocorico Info parle de l'événement 16 septembre, journée internationale de protection de la couche d'ozone, les substances qui détruisent la couche. Lit le message du secrétaire général des Nations Unies en page 4 du quotidien. Le quotidien Cocorico Info. Avec Cocorico Info, on peut également lire autre titre: destitution ou non du maire de Parakou. La session extraordinaire du conseil municipal pour lundi prochain, nous apprend le quotidien. À retrouver également dans les colonnes du quotidien Cocorico Info de ce vendredi, le parcours et le CV du général de brigade Laurent Amoussou, promu à la tête des forces armées béninoises. Le général de brigade Laurent Amoussou, promu à la tête des forces armées béninoises. Le parcours de l'homme, quelques défis à relever, à retrouver en page 5 du journal Cocorico Info. On passe maintenant à un autre quotidien, le confrère de la matinée. Le confrère de la matinée, établissement du passeport biométrique béninois dans les représentations diplomatiques, les grandes innovations d'une initiative salutaire. Liste complète des pièces à fournir en page 3 du quotidien Le Confrère de la matinée. Avec le confrère de la matinée, on peut également lire Assemblée nationale, 4e session extraordinaire. Le budget du Parlement en étude lundi prochain. Le budget du Parlement en étude lundi prochain. Nous annonce le quotidien Le Confrère de la matinée. Les détails à retrouver en page 3 du journal. On retrouve toujours pour la suite de cette revue des titres Repère Média Info. Le quotidien Repère Média Info qui affiche à sa manchette un rapport sur la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement. Talon n'a pas déclaré ses biens à la Cour suprême. Information est relayée nous a apporté ce matin par Repère Média Info. Les détails à retrouver en page 5 et en page 6 du quotidien. Le même quotidien écrit également négociation gouvernement central syndical. Voici le modus vivendi qui sauve la rentrée scolaire. Modus vivendi, c'est bien un accord officieux ou encore provisoire. Le quotidien Repère Média Info parle alors d'un accord, certainement d'un accord provisoire entre le gouvernement et les syndicalistes pour sauver la rentrée. Les détails à lire en page 4 du journal La Journée internationale de la démocratie au Parlement. Écrit également Repère Média Info, les députés prêts à accompagner la jeunesse à s'engager en politique. On passe à un autre quotidien, Nouvelle Expression. Nouvelle Expression. Convoqués à la BEF, la brigade économique et financière, sans connaître les faits à eux reprochés, les gestionnaires des packs d'accueil exigent le respect du droit à l'information du suspect. Le même quotidien complète, il réclame dès maintenant une copie du rapport d'audit sur la filière des véhicules d'occasion. C'est la manchette du quotidien Nouvelle Expression. L'information développée en page 2 du journal. Le même journal parle des grandes mesures prises par le ministre de l'Intérieur contre la criminalité. C'est-à-dire dans les colonnes de Nouvelle Expression, lutte contre la grande criminalité. Le ministre Saka Lafia annonce de nouvelles mesures de sécurité. Détails à retrouver en page 3 du quotidien. La guérite maintenant. La guérite, drame de Toria Vamé. Le Bénin bénéficie d'une aide internationale pour la prise en charge des victimes. L'information nous est apportée ce matin par le quotidien La Guérite. Drame de Toria Vamé, le Bénin bénéficie d'une aide internationale pour la prise en charge des victimes. Avec La Guérite, on peut aussi lire lutte contre l'impunité à l'aide de la rupture. Talon doit aller plus loin et résister à la corruption. Écrit La Guérite en page 3 et puis préparatif de la rentrée prochaine.
Le journal constate la mévente sur les stands de vente de véhicules, les stands de vente de fournitures scolaires. C'est à retrouver en page 8 du journal La Guérite. Préparatifs des rentrées prochaines, la mévente sur les stands de vente de fournitures scolaires. La Nouvelle Gazette, toujours pour le compte de cette revue des titres, le tour de l'actualité. Ce vendredi, avec cette fois-ci la une du quotidien, la Nouvelle Gazette qui met à sa une élection du nouveau maire à la cité des Adjaoutor. À la date de la page Mathias Digla, ce vendredi 16 septembre 2016, c'est la manchette du quotidien. La Nouvelle Gazette, élection d'un nouveau maire à la cité des Adjaoutor. À la date de la page Mathias Digla, ce jour. Autre titre également à la une du quotidien, la Nouvelle Gazette. Rencontre de vérité entre Moreau, c'est bien la ministre de l'économie numérique, et les promoteurs GSM vers le retour aux exigences des cahiers de charges. C'est à retrouver en page 3 du quotidien. La Nouvelle Gazette, le potentiel de son côté, mais à sa une célébration de la journée internationale de la démocratie. 26 ans après, le Bénin reste un modèle, mais le journal complète tout de même. PLM Alédio, le berceau de la démocratie béninoise, disparaît. C'est à retrouver en page 5 du quotidien. Le potentiel célébration de la journée internationale de la démocratie. 26 ans après, le Bénin reste un modèle. PLM Alédio, le berceau de la démocratie béninoise, disparaît. Autre titre également retrouvé à la une du quotidien, le potentiel, c'est bien le parcours et les CV du nouveau chef d'état-major, changement à la tête du haut commandement militaire, écrit le quotidien Le Potentiel. Le CV du nouveau chef d'état-major à retrouver en page 9 du journal. Et on va boucler maintenant avec le quotidien Bonne Nouvelle. Le quotidien Bonne Nouvelle qui affiche à sa manchette visite de terrain réservé à la construction de l'aéroport de Glodjibé. Le préfet de l'Atlantique et l'ADPG ensemble pour contrer les occupants anarchiques. Il nous faut agir maintenant. Voilà quelques propos tenus par le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, sur le terrain. L'information est à retrouver à la une du quotidien Bonne Nouvelle. Visite de terrain réservée à la construction de l'aéroport de Glodjibé. Le préfet de l'Atlantique et l'ADPG ensemble pour contrer les occupants anarchiques. Merci à vous, Corneille Aïssé, pour nous avoir présenté le point complet de l'actualité vue par les canards. Rendez-vous lundi prochain pour un autre point complet de la revue des unes des journaux. Nous amorçons la deuxième quinzaine du mois de septembre. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui vendredi 16 septembre 2016. Voici la revue de presse internationale. L'essentiel des sujets est décrypté à la une des plateformes internationales. Et nous démarrons la revue de presse internationale avec la une de la plateforme numérique de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, investir en zone franc IZF.net, la plateforme numérique de l'UEMOA qui s'intéresse dans un premier temps au Bénin, à l'actualité au Bénin, dominée par les grandes décisions issues du Conseil des ministres organisé au Palais de la Marina ce mercredi concernant le drame d'Avamé à Tori au Bénin. Bénin, première sanction après une explosion dans une décharge. Le gouvernement béninois a suspendu 3 responsables administratifs de la localité de Tori où une explosion à la décharge d'incinération de produits avariés a fait 16 morts et 96 blessés vendredi selon un nouveau bilan officiel. Bénin, première sanction après une explosion dans une décharge. L'information est relayée ce jour par la plateforme numérique de l'UEMOA, IZF.net. Investir en zone franc, bien entendu, de la plateforme de l'UEMOA. Et puis, une autre actualité, toujours avec IZF.net, ça concerne la Libye. La Libye veut reprendre ses exportations pétrolières. La Libye veut reprendre ses exportations pétrolières. La Libye a annoncé jeudi la reprise imminente des exportations après le retour au calme dans
dans le pays. C'est une information à lire avec IZF. Eh bien, la Libye a annoncé jeudi la reprise imminente des exportations après le retour calme dans la région du croissant pétrolier où les principaux terminaux sont tombés aux mains des autorités rivales au gouvernement d'union nationale. Et puis, concernant la Libye, africatv.net essaie de dresser un grand format sur le guide libyen. 5 ans après sa disparition, on en sait un peu plus sur les tractations ayant conduit à sa chute. 5 ans après, un rapport parlementaire britannique confirme le complot contre Kadhafi. Des précisions à lire avec www.africatv.net. L'intervention militaire britannique en Libye en 2011. En 2011 était donc bien montée, était basée sur des postulats erronés, accuse des parlementaires britanniques dans un rapport publié mercredi qui critique sévèrement l'ancien Premier ministre David Cameron. C'est à lire donc avec africatv.net. La Commission des affaires étrangères a relevé plusieurs erreurs dans le processus décisionnel qui a mené Londres à intervenir militairement avec la France en 2011, officiellement pour protéger les civils réprimés par le dictateur Mouammar Kadhafi. Des informations qui sont révélées 5 ans après la mort du guide libyen Mouammar Kadhafi. Information à lire avec www.africatv.net. Une autre information, cette fois-ci économie avec le Zimbabwe. Introduction fin octobre de billets d'obligation. Le Zimbabwe entend donc, le Zimbabwe a annoncé de nouvelles mesures économiques. Le pays a annoncé jeudi l'introduction en octobre de billets d'obligation, une monnaie qui ne dit pas son nom et indexée sur le cours du dollar afin de pallier le manque de liquidité dans le pays embourbé dans une grave crise économique, précise aujourd'hui la plateforme de l'UEMOA Zimbabwe. Introduction fin octobre de billets d'obligation. Une information donc relayée par izf.net. Rabat.net à présent au Maroc. Les surfeuses se jettent à l'eau, déjà connue pour sa multitude de spots sur sa côte atlantique et ses nombreuses écoles de surf. Le Maroc accueille depuis mardi sa première compétition internationale de surf féminin. Et puis sur un autre plan, on va s'intéresser à une autre actualité, cette fois-ci avec l'Express. Avant l'Express, on va d'abord s'intéresser à Figaro. Figaro qui revient sur la sortie médiatique de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, candidat pour les primaires au niveau du parti Les Républicains. Nicolas Sarkozy plaide pour la création d'un parquet national antiterroriste. Une information à lire ce jour avec le Figaro et puis avec l'Express. L'Express revient sur un autre drame qui a frappé, enregistré ces derniers jours dans les rues de Paris. Loi travail, 62 personnes interpellées, un CRS brûlé à la jambe à Paris. C'est une information relayée par l'Express. Et nous allons boucler avec ce coup de cœur, cet appel lancé par Ségolène Royal. L'océan doit être reconnu comme patrimoine commun de l'humanité. L'océan doit être reconnu comme patrimoine commun de l'humanité. C'est sur cet appel de Ségolène Royal que nous mettons un terme à la revue de presse internationale. Gardez votre position d'écoute pour suivre le bulletin de l'information, une présentation de Antoinette Sagbo. Bonjour Antoinette. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour. Voici l'essentiel de l'actualité. On a célébré hier la journée mondiale de préservation de la couche d'ozone, la 29e édition pour être plus précis. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la célébration de la préservation de la couche d'ozone. Le thème retenu cette année est plutôt ozone et le climat restauré grâce à un monde uni. En prélude à cette journée, le directeur général de l'environnement a donné un point de presse à la salle de conférence de sa direction. Objectif, faire le bilan des activités et mesures prises au Bénin pour la protection
protection de la couche d'ozone. Voici un extrait de sa déclaration au micro de Corneille Haïssé et de Fréjus Fios. La couche d'ozone, c'est un parapluie naturel que le Créateur a mis, qui nous permet donc, qui nous préserve contre les rayons ultraviolets qui nous parviennent du soleil. Donc c'est un bouclier qui nous protège et qui permet donc un bon fonctionnement de la vie sur la Terre, tout simplement. Donc c'est à travers ce parapluie que nous arrivons donc à vivre, tout simplement parce que ça constitue un filtre qui permet donc de limiter donc tous ces rayons ultraviolets donc qui arrivent sur la surface de la Terre. Le thème retenu au niveau de la communauté internationale et qui est le thème aussi retenu au niveau du Bénin, c'est l'ozone et le climat restauré grâce à un monde uni. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne l'ozone, je vous ai dit c'est un parapluie et dès qu'il y a des dégradations, ça veut dire que c'est des trous que vous avez au niveau de ce parapluie. Le climat aujourd'hui ici, cela ne nous disait rien il y a de cela 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que les changements climatiques posent d'énormes problèmes. Mais ozone et climat restauré grâce à un monde uni parce qu'il y a déjà une dégradation. Donc, il faut penser à une restauration, donc en éliminant les substances appauvissant la couche d'ozone. Il faut penser aussi à un changement de comportement, réconcilier donc, les hommes avec leur environnement. Et donc, voilà pourquoi, donc, ensemble unis, donc, sur toute la planète, nous pourrons donc aller encore faire d'autres pas et réduire donc, le réchauffement climatique. Célébrer la journée mondiale de la couche d'ozone nous permet d'informer, de sensibiliser nos populations, de sensibiliser les acteurs qui utilisent les substances appauvrissant la couche d'ozone, à savoir les hydrochlorofluorocarbones, les chlorofluorocarbones, les bromides de méthyle et puis les halons. Donc, dans toute la chaîne, toutes ces molécules participent à la dégradation donc, de la couche d'ozone et il est très important pour nous de sensibiliser les acteurs, c'est-à-dire partant des artisans, des techniciens, des ingénieurs, donc jusqu'aux enseignants même qui enseignent dans le froid et la climatisation. Et mieux encore, ça permet de sensibiliser la population en ce qui concerne la consommation de ces différents produits qui sont des fluides frigorigènes que nous utilisons dans les chambres froides, pour les climatiseurs et autres. Donc voilà donc le but de la célébration donc, de cette journée de préservation de la couche d'ozone. Bénin a mis en place un programme de gestion, d'élimination de ces substances, notamment l'hydrochlorofluorocarbone, et a défini un calendrier, un agenda donc avec l'international parce que c'est suivi systématiquement par la Convention, le secrétariat de la Convention d'ozone. Et donc, cet agenda, ce calendrier nous permet donc d'éliminer progressivement ces substances donc, qui arrivent sur le territoire béninois. Des propos recueillis par Corneille Haïssé, les propos de M. Martin Aïna, il est le directeur général de l'environnement. Il revenait sur la genèse et l'utilité de la célébration de la journée mondiale de protection de la couche d'ozone. Rappelons que le Bénin célèbre pour la 29e fois cette journée. Nous poursuivons. Le bulletin de l'information revient sur l'actualité qui défraie la chronique. C'est bien le Conseil des ministres qui s'est donc penché ce mercredi sur l'explosion de la décharge d'incinération à Tori-Avamé. Plusieurs responsables ont été relevés de leurs fonctions et des poursuites judiciaires engagées. Au regard de l'ampleur de ce drame, quelle analyse peut-on faire de ces sanctions? Éléments de réponse dans ce reportage de Fréjus Seoulan. Sanctions administratives prononcées, ouverture d'enquêtes judiciaires et de procédures à l'encontre de quelques personnes jugées fautives dans la survenance du drame de Tori-Avamé, les punitions gouvernementales n'ont pas tardé à pleuvoir après ce drame qui a coûté la vie à près de 20 citoyens et fait 97 blessés. Du commissaire de police de Tori-Bocito, du chef de brigade de la gendarmerie de Tori-Bocito et du chef dépôt de douane. Ces 3 agents ont été relevés de leurs fonctions. Une réaction du gouvernement qui ne manque pas d'explications. Au-delà de tout, la responsabilité du gouvernement en place est engagée du simple fait que le gouvernement est en place. Ça suppose que c'est une question morale pour l'État de pouvoir réparer les préjudices, encore que l'État peut ne pas le faire, et contraindre la société à réparer les préjudices causés et à dédommager les victimes. L'État et la justice, encore que c'est tellement que la justice le fera, dans cette situation, la justice prend des mesures pénales, mais également des mesures civiles.
Les éléments d'analyse sur le drame de Tori ont également révélé plusieurs inégalités, comme le défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'incinération par la société incriminée. Une pratique frauduleuse que Nelson Avademain a du mal à comprendre. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Alors, je dis, il faut aller au-delà de ça. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Bénin, qu'on ait un site du genre, qu'un promoteur n'ait pas l'agrément et exerce en toute quiétude et en toute liberté. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des complicités à des niveaux très élevés. Donc, ces trois ministères, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce, je crois que les responsabilités doivent être situées. Et si ces ministres ont encore un peu de dignité, je crois qu'ils doivent déposer simplement le tablier. On a beau sanctionner, il subsiste quand même des interrogations au sujet du drame. Est-ce que les procédures pénales annoncées seront effectivement, ou plutôt vont effectivement aboutir? Est-ce que les victimes ainsi que leurs familles obtiendront justice? Est-ce que des velléités d'accointance ne vont pas se mêler à la danse? Il y a beaucoup de questions qui se posent et nous attendons, nous espérons vivement que le gouvernement du président Patrice Talon profitera de l'occasion pour rassurer les Béninois que la justice et l'équité existent encore. Comme quoi, le drame de Tori Avamain n'a pas fini de faire parler de lui. Intéressons-nous à présent au diplôme délivré au niveau de l'enseignement supérieur en République du Bénin. Formation accréditée par le CAMES, diplôme co-signé par l'État. Les thèmes ne manquent pas aux établissements de l'enseignement supérieur privé, vous le savez, pour donner de la visibilité à leur parchemin. Au-delà des expressions que représentent ces parchemins, diplôme de l'enseignement supérieur privé, quelle valeur? Les explications dans ce reportage de Loris Freddy Davor et Cyril Agbo. Le diplôme est une reconnaissance officielle d'un parcours de formation, matérialisé par un document. Le diplôme certifie l'acquisition de savoir et de compétences dans une spécialité professionnelle ou non. Le secteur de l'éducation béninoise est aussi animé par des écoles et universités privées qui viennent prêter main forte au service public. Quelle est alors la valeur des diplômes délivrés par les écoles et universités privées? Nous formons à ESAE par délégation du pouvoir d'État. Parce que c'est l'État, en fait, qui travaille avec nous et c'est sur cette base qu'on nous accorde, qu'on nous concède la possibilité de pouvoir faire les formations. Et lorsque nous finissons les formations, alors donc on transmet à l'État les diplômes sur la base des engagements, des cahiers de charges que nous avons signés et l'État vérifie sur pièce et signe les diplômes. La valeur des diplômes délivrés par les unités privées dépend de l'arsenal mis en place, dépend du respect des normes et principes qui régissent l'enseignement supérieur. Ces normes et principes sont déclinés à travers les programmes de formation, à travers la qualité des enseignants, à travers le dispositif d'accompagnement pédagogique. La valeur d'un diplôme ou d'une certification n'est pas seulement liée au contenu de la formation, aux compétences et au savoir acquis, mais aussi à la réputation de l'organisme, que dis-je, de l'école ou université qui le délivre. En parallèle, ces organismes deviennent des groupes d'éducation et de formation mêlant diplômes homologués par l'État, certification reconnue ou accréditation CAMES et ou partenariat avec des établissements étrangers. Les établissements privés d'enseignement supérieur existent tous, mais ne sont pas sur le même registre. Il y en a qui sont en règle absolue, réguliers, réglementaires avec l'autorité, donc avec l'État. Il y en a dont les filières sont homologuées. Il y en a qui ont les infrastructures, qui ont le personnel enseignant qu'il faut pour délivrer leur formation. Si on prend cette grande catégorie d'établissements privés, les diplômes qu'ils délivrent sont des diplômes parfaitement limpides. Parfaitement limpides en ce sens-là qu'ayant rempli toutes les conditions à la base, le gouvernement les accompagne sur tout le processus et puis à la fin, soit reconnaît leur diplôme pour ceux qui ont été délivrés juste avant juin 2011 ou
co-signe pour ceux qui ont été délivrés à partir de juin 2011. Ça veut dire que ces diplômes ont la même valeur que les diplômes délivrés dans les universités publiques. Pendant que les entreprises recherchent les cadres et dirigeants diplômés des meilleures universités, écoles d'ingénieurs ou de commerce, certains promoteurs tardent à se conformer aux réglementations en vigueur. Le ministre gabonais de l'Intérieur s'est entretenu ce mercredi avec le président de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Le but officiel de cette visite du ministre de l'Intérieur gabonais à Abidjan est de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Elle intervient quand même dans un contexte post-électoral du Gabon marqué par des révélations faisant état de ce qu'un conseiller d'Ado a contribué à la démission de certains membres de la CENAP. Reportage. Secoué ces dernières semaines par la crise post-électorale, le Gabon cherche à resserrer les liens avec d'autres pays de la sous-région. C'est le but de la visite du ministre de l'Intérieur gabonais à Abidjan ce mercredi. Je suis venu donc en Côte d'Ivoire à la demande de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État donc de la République gabonaise, pour apporter donc au président de Côte d'Ivoire les liens de fraternité qui ont toujours uni les peuples gabonais et les peuples ivoiriens. Le 30 août dernier, le Gabon avait dénoncé des ingérences étrangères multiples après l'élection présidentielle, accusant notamment un conseiller de la présidence ivoirienne d'avoir comploté pour faire démissionner des membres de la commission électorale par corruption. Face à cet acte, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara avait limogé 2 conseillers. Sur son face-à-face avec le président ivoirien, le ministre gabonais donne plus de précisions. C'est personnes qui, travaillant pour leur propre compte, posant des actions pour leur propre compte, se sont retrouvées dans des activités au sein même du processus électoral gabonais. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a simplement pris des décisions, je pense, qui s'imposaient pour qu'il n'y ait pas de doute possible ni d'interprétation quelconque sur le fait que certaines de ces personnes travaillaient à la présidence de la République. Il se trouve que certaines personnes, certains médias également, il faut le dire, poussent à la stigmatisation également ou peut-être à un malentendu qui pourrait exister dans les rapports entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, et pire encore, entre les Gabonais et les Ivoiriens, ce qui n'est pas possible du tout. Réchauffer les relations avec la Côte d'Ivoire n'était pas le seul but de cette visite diplomatique. Elle visait aussi à œuvrer à la stabilité politique au Gabon. En attendant la proclamation des résultats définitifs issus du scrutin à un tour organisé le 27 août dernier au Gabon, on note une série de marches dans le pays. Près d'1 millier de personnes ont organisé une marche pacifique ce mercredi dans la capitale gabonaise pour soutenir la réélection contestée du président sortant Ali Bongo, dont l'annonce des résultats le 31 août dernier avait déclenché des émeutes meurtrières et des pillages dans tout le pays. Reportage. Jeunes pour la plupart, les partisans du président réélu Ali Bongo ont organisé une marche de soutien ce mercredi à leur leader charismatique. Pendant près d'1 heure, les manifestants ont marché dans le calme encadré par les forces de sécurité dans les rues du quartier populaire Pondakébé, un fief de la famille Bongo. Dans leurs propos, on peut retenir « Nous ne voulons pas de jumping, Ali est notre président à tous élu démocratiquement, même si certains pro-Bongo sont menacés par le groupe de l'opposition jumping dans leur quartier ». À l'étape actuelle, le peuple gabonais attend la Cour constitutionnelle pour connaître définitivement son président. Des réclamations ont été faites à notre encontre pour contester l'élection du candidat Ali Bongo Ondimba. Nous avons d'abord le devoir de démontrer que ces allégations sont infondées et ensuite nous allons montrer qu'ailleurs il y a eu des choses pas claires du tout qui sont reprochables à nos adversaires. Nous attendons, nous sommes tous en attente, nous avons les regards tournés vers la Cour constitutionnelle, nous attendons ce qu'elle décidera. Et nous, en bons républicains, nous sommes tout à fait disposés à appliquer les instructions de la Cour, à mettre en œuvre les décisions de la Cour.
D'ici le 23 septembre, le Gabon pourra fermer cette page de violence qui a éclaté après la proclamation officielle des résultats provisoires donnant Ali Bongo vainqueur et qui a fait 3 morts selon le ministre de l'Intérieur et plus de 50 d'après le camp de l'opposition. Sur un autre plan, toujours concernant l'actualité sur le continent, les autorités de Burkina Faso devraient ouvrir le procès des auteurs présumés du coup d'État manqué de septembre 2015 en janvier 2017. C'est une annonce faite par le procureur militaire lors d'une conférence de presse. Reportage. Le procès des présumés auteurs du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso va débuter en janvier 2017. C'est ce qu'on peut retenir de la conférence de presse organisée par la procureure du tribunal de grande instance de Ouagadougou et le commissaire de gouvernement au tribunal militaire. Si la procédure judiciaire a mis autant de temps à débuter, c'est à cause des raisons précises. La justice connaissait des difficultés, les juges d'instruction avaient des difficultés, il n'y avait pas de la coopération. Nous avons saisi des autorités de la place pour avoir des informations sur les forces même qui occupaient les places, sur les responsables. Cela ne nous a pas été communiqué. Il y avait un silence total. Avec le rapport de la commission d'enquête, nous avons reçu beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations et surtout le nom des responsables, des chefs, des auteurs, des co-auteurs, des complices, des commanditaires. Donc, il y a des personnes qui sont identifiées comme pouvant être inculpées et je puis vous assurer que les juges le feront. Le commissaire du gouvernement au tribunal militaire rassure les Burkinabés quant à l'aboutissement des poursuites judiciaires, quelles que soient les difficultés rencontrées. Nous sommes aujourd'hui dans ce dossier à près de 2500 pages, 3000 pages. On a déjà une idée des choses et nous pensons que les choses iront très vite. Si, franchement, d'ici décembre, nous ne commençons pas le procès, nous sommes persuadés que dans ce dossier push, en début janvier au plus tard, nous serons en mesure d'organiser ce procès. Au total, 85 personnes sont inculpées dans cette tentative de coup d'État commandée par le général Gilbert Diendéré et qui a échoué. Parmi elles, 35 sont en détention préventive et le reste en liberté provisoire, dont 10 en fuite et faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Le procès des auteurs impliqués dans le coup d'État de septembre 2015 au Burkina Faso va donc démarrer dans le pays en janvier 2017. Un bus transformé en salle informatique. L'expérience est en cours à Madagascar. Il permet de former des habitants du pays à la programmation informatique, surtout les élèves. Reportage. 2 fois par semaine, ce bus américain traverse Antananarive, la capitale malgache, sans passagers. Le voyage commence à destination, une mairie où le bus se transforme en salle informatique. Les élèves explorent le monde numérique et en une douzaine de séances, ils ont réussi à créer un jeu vidéo. Le ballon doit toucher le bâton pour avoir des scores. Et si le ballon reste très longtemps sur le bâton, le score augmente. Mais si ça reste pas trop longtemps, le score monte, mais juste un peu. Depuis 1 an, ces bénévoles enseignent les bases de la programmation informatique à des enfants. Le logiciel d'apprentissage est gratuit et de grandes entreprises ont donné les équipements. Pour le responsable du programme, savoir coder est devenu un atout indispensable. Ils pourront devenir des ingénieurs. Ou sinon, il y a beaucoup d'autres métiers qui se créent presque tous les ans du côté des nouvelles technologies. Donc, ils peuvent vraiment entreprendre aussi à créer un start-up qui va résoudre tel ou tel problème. Ils peuvent aussi, avec ça, faire comme nous, vraiment, faire la sensibilisation, apprendre aux autres comment c'est coder. Trouver du travail dans la programmation, c'est le rêve de Tine, qui passe déjà plusieurs heures par semaine sur Internet. Je n'ai pas d'ordinateur à la maison, mais je vais au cybercafé 2 fois par semaine. Je vais sur Internet, Facebook et je joue à Need for Speed. Quand je serai grande, j'aimerais créer quelque chose, créer des jeux vidéo, des dessins animés et aussi avoir un ordinateur. 500 enfants de 5 quartiers de la capitale ont pu suivre cette formation gratuite de 3 semaines. À terme, les bénévoles souhaitent que l'éducation nationale intègre l'apprentissage du code dans les programmes, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. Les populations en âge de voter de la Crimée en RC se préparent pour aller aux urnes pour la toute première fois en ce qui concerne les consultations législatives.
À l'ombre des cypresses d'Alouchta, une station balnéaire de Crimée, des femmes exécutent des chants traditionnels russes pour battre la campagne. Reportage. Dans cette station balnéaire de Crimée, les chants traditionnels russes rythment désormais les meetings de campagne. Pour la première fois depuis son annexion par Moscou en 2014, la péninsule votera au même titre que les autres régions russes aux élections législatives. Pour que la Crimée ne soit plus simplement une région légitime de la Russie, mais aussi un de ses membres accomplis, nous devons entièrement intégrer le processus légal des institutions de Moscou. Pas moins de 10 partis s'affrontent pour les 4 places de députés à la chambre basse du Parlement russe, la Douma. Même si les seuls partis autorisés sont tous loyaux au Kremlin, certains candidats dénoncent une campagne inéquitable. Les candidats du parti Russie Unie ont envahi toutes les autoroutes, tous les panneaux. Ils sont les seuls à avoir accès à la télé et à la radio. Ils sont partout. Les sanctions imposées par les États-Unis ont porté un coup dur à l'économie de la Crimée. De grandes entreprises internationales ont quitté la région, les prix ont flambé et le système bancaire a été détruit. Après l'euphorie générale suscitée lors de l'annexion, les Criméens sont aujourd'hui plus divisés que jamais. Depuis, je n'ai vu aucun changement concret, que des problèmes. Nous obtenons à temps de salaire chaque mois, il n'y a pas de retard. J'adorerais avoir un plus gros salaire, bien sûr, parce que la vie coûte cher et les salaires sont bas. Malgré des lendemains difficiles, les habitants de Crimée espèrent que ces premières élections sous l'égide de Moscou leur permettront d'être mieux intégrés à la Russie. Des cerveaux humains sont collectionnés à des fins scientifiques en Belgique. Les étagères de l'hôpital psychiatrique de Duffel, dans le nord de la Belgique, ont accueilli cet été des milliers de cerveaux humains grâce auxquels les scientifiques espèrent faire de nouvelles découvertes dans le domaine de la biopsychiatrie. Reportage. Au sous-sol de cet hôpital psychiatrique flamand, une collection à faire froid dans le dos. Ici sont entreposés près de 3000 cerveaux humains, collectés pendant plus de 40 ans par un médecin anglais. Lobes frontaux, hippocampes, parfois un cerveau complet, un vrai trésor scientifique, selon le docteur Manuel Morans. C'est intéressant d'avoir cette collection, et c'est assez impressionnant d'être entouré par tous ces cerveaux. De nos jours en Belgique, c'est très difficile, voire impossible de se procurer les organes de patients après leur décès. Une collection démarrée en 1951 et qui a bien failli disparaître sous la pression foncière à Londres. Transférés in extremis en Belgique, ces cerveaux servent aujourd'hui à la recherche sur la dépression et la schizophrénie. Ces cerveaux ont été collectés dans les années 1950 et 60, auprès de patients qui n'avaient jamais été en contact avec ces médicaments, qui n'avaient jamais été soignés avec des agents pharmaceutiques. Grâce à eux, on va pouvoir enquêter sur des cerveaux de patients souffrant de troubles psychiatriques sans que les médicaments aient eu un impact. Et même après des décennies, certains cerveaux sont dans un état de conservation remarquable. Au laboratoire, des scientifiques analysent des échantillons au microscope à la recherche d'inflammation. Nous regardons si une inflammation du cerveau peut causer, aggraver ou influencer d'une manière ou d'une autre l'évolution de troubles psychiatriques. Des questions auxquelles ces scientifiques espèrent bien trouver une réponse dans les mois à venir. Voilà, c'est sur ces images que nous mettons un terme au bulletin de l'information de ce numéro de matin d'Eden ce vendredi 16 septembre 2016. Merci à vous, Antoinette Sabo, de l'avoir présenté. Tranquille à 4 Bérentin, merci, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Vous restez avec nous à l'instant de la chansonnette avec Maury Agua qui est déjà bien installé. Bonjour Maury. Bonjour Tranquille à 4 Bérentin, je vous admire pour votre tenue. Et bonjour Antoinette Sabo et bonjour aux téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora. Avec qui nous poussons aujourd'hui la chansonnette. D'abord, merci pour l'admiration.
Ça vous va. Aujourd'hui, la chansonnette avec... Alors, aujourd'hui, on pousse la chansonnette avec un ancien footballeur, un journaliste sportif. Il a nom Victor Nogny. C'est lui qui a poussé la chansonnette. Vonvono daje vonvono miye vonvono mechio jeshi la vonvono landicha gericha godono vonvono daje vonvono mechio jeshi la vonvono gericha landicha vonvono. Je n'ai pas peur et ceux qui me connaissent ont peur et ils savent ce que je sais faire. Vonvono daje vonvono miye vonvono mechio jeshi la vonvono landicha gericha godono vonvono daje vonvono. Allez les amis, poussons la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM. Voilà notre confrère M. Nogny qui a accepté pousser la chansonnette, ancien footballeur. Et actuellement, il exerce le métier de journaliste sportif au Bénin, un peu partout en Afrique. Il a donc poussé la chansonnette sur mélodie du regretté Jonas Pedro Antoinette Sagbo. La chanson vous dit sûrement quelque chose. C'est une chanson que nous exécutons chez nous, dans notre département. Chez vous, c'est où? Le Koufo. Le Koufo, c'est grand, le Koufo, c'est un département. Plus précisément, Azové, voilà. Et Amoussou Bruno aime aussi ce chant-là. Ah ouais, lui oui. Particulièrement? Lui particulièrement. Vous avez vu comment le monsieur il a poussé la chansonnette? Il a bien fait. La façon dont il dit non là. Voilà, donc vous avez peur? Non, moi j'ai pas peur. Oui, c'est seulement à Chikwe à Lomé qui a manqué un peu pour qu'on puisse exécuter le rythme comme on est vendredi à Chikwe à Lomé. Je crois que vous l'intimidiez parce que la façon dont il a dit non là, moi-même là sur le plateau j'avais un peu peur. C'est pour dire qu'il expliquait en même temps la chanson au moment où il a fredonné. Il vivait la chanson et donc ça montrait quand même que c'est une chanson de guerre. Et il l'avait dit, il dit que quand vous voulez aller sur un stade et que vous entonnez cette chanson, que véritablement l'adversaire a peur. Donc, voilà. Très bien. Un répertoire qu'il faut forcément maîtriser, le répertoire immense de Jonas Pedro, décédé, je crois, un 12 août. On a célébré l'anniversaire de son décès en août dernier. C'est le moment, une fois encore, de rappeler, d'appeler nos autorités en ce qui concerne la réfection du musée de Jonas Pedro qui est dans un état vraiment piteux, de l'autre côté du Koufo. C'est bien cela, Antoinette? C'est à Lokossa. C'est à Lokossa. Lokossa, c'est dans le Koufo, c'est dans le mono? Lokossa, c'est dans le mono. Merci pour la leçon. C'est juste un rappel, une leçon. Non, parfois on oublie. Parfois on oublie. On n'a pas encore fini de connaître le pays. Il faut qu'on fasse, mais il faut qu'on développe le tourisme national. Je l'ai toujours souhaité. Et si vous savez qu'il y a... Vous connaissez la chute d'eau de Toutanougou? Vous connaissez ça? Non, je désire y aller. C'est grave. Vous connaissez ça? Ça, c'est grave. C'est grave. C'est au nord. Moi, je suis allé à Natitengou, je ne suis pas allé à la chute, mais je sais où se trouve la chute. C'est pour cela qu'on doit développer le tourisme national. Le tourisme national. Et quand vous étiez en train d'en parler, j'ai eu l'idée que pourquoi ne pas instaurer dans les écoles une journée de tourisme national pour qu'on amène les enfants chaque année visiter. Pourquoi les enfants? Les instituteurs même ne maîtrisent pas les pays. les gens économisent de l'argent, ils sortent du pays, ils vont à Jérusalem, ils vont en Italie, ils vont à Paris. Mais ils ne sont pas allés au Temple des Pitons à côté. Ils ne connaissent pas le Temple des Pitons à côté. Peut-être que Eden TV va organiser cette sortie. Pour qui? Pour l'équipe. Ce serait l'occasion pour nous autres de connaître ces lieux. Vous connaissez Vifet sûrement. Il va nous chanter Sonumi, voilà. Sonumi. Ça veut dire quoi, Sonumi? Remets-moi, c'est ça, non? Oui. Ou remets-moi quelque chose ou donne-moi ça. D'accord, Sonumi, avec Vifet. Dévorier, Miss Seboliza, Wiro Poké, Komauto et Poame. Carvé mystique. Mina et nous colo,
Alors vide mon yatik modo atik pa pome ma ekpoto mi kotion ikolo skoche 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 kole skoche 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 kole skoche skoche kole skoche 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 kole sonumi sonumi nera siwe sonumi nyemano kento nera siwe libayon wajosian nera siwe nyemano kento nera siwe libayon wajolo sonumi Treda Boko Maria e kuno mo fundo no kuo e mo fu wede bu no tre no tre chi me pam la de te karu ngo mo yi mo kete bonane kadoa me bini wa o ke lo fi Tutti retache oye bondo mi bodio mi conosco scosce scosce cole scosce 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 cole scosce scosce cole scosce 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 cole sonumi mano kento libai on wajudia sonumi la nera siwe gume nera siwe gume sonumi la nera siwe gume sonumi la nera siwe gume Dave Sound Studio. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33,
Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Les infos sur Eden TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce journal. Mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Très ravi de vous retrouver. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passé d'agréables moments en notre compagnie. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Les infos sur Eden TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce journal. Mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Très ravi de vous retrouver. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passé d'agréables moments en notre compagnie. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance.
Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. L'instant débat a fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM 102.3 l'eau, source de vie et pourtant des milliers de populations en manquent. Certaines s'abreuvent d'eau souillée ou carrément d'eau de rivière. Le thème du jour s'intéresse à cette problématique, constitutionnalisation des droits de l'eau, des droits à l'eau et à l'assainissement. C'est bien cela, Pic de Vidagua, bonjour. Bonjour à vous. Freddy, pas Freddy, mais tranquille. Hein? Pas Freddy, mais tranquille. Hein? Vous faites bien d'en parler puisque, personnellement, j'ai été touché, j'ai été, marqué par ce que vous avez dit, des populations, nos frères, nos sœurs, qui boivent de l'eau souillée, qui boivent de l'eau boueuse, et pas très loin de Cotonou, à Djondji, à côté, au niveau de la ville de Ouida. Et franchement, c'est très affligeant. Et donc, la constitutionnalisation des droits à l'eau et à l'assainissement, pourquoi pas, Hervé, de dire, pour en parler. Nous avons deux invités sur ce plateau ce matin. Le premier, André Zogo, il est le président du CANEA, le cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement. Bonjour, monsieur Zogo. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. En face de vous, Alain Tossounou, journaliste, il est le coordonnateur du réseau des journalistes pour l'eau. Eh bien, tranquillement aujourd'hui, donc, nous allons parler vraiment de l'eau en large et des problèmes d'eau aujourd'hui, ce qui nous amène réellement à nous demander, monsieur André Zogo, quel est l'état des lieux aujourd'hui dans la situation de l'eau au Bénin. Merci, monsieur le journaliste, pour cette occasion que vous nous offrez pour parler de la constitutionnalisation des droits à l'eau et à l'assainissement. Et je pense que vous avez très bien planté le décor en décrivant un peu les conditions dans lesquelles les populations s'abreuvent en eau de boisson et surtout pas très loin de Cotonou. Ça veut dire que nous avons encore du travail à faire. L'État a fait des efforts pour créer des points d'eau avec les communes qui ont aujourd'hui la compétence de mettre en place les points d'eau et de les gérer. Monsieur Zogo, même dans Cotonou, le problème se pose. Le cas de l'Adji, par exemple. C'est tout à fait. C'est pour ça que je dis surtout pas loin de Cotonou. Et même à Cotonou. Et même à Cotonou. Dans les zones périphériques, à Djidje, à Hindé. Vous savez très bien ce qui se passe en matière d'approvisionnement en eau de boisson. Et même les eaux que nous achetons, qu'on appelle pure water, qui sont de l'eau en sachet, et qu'on dit que c'est pur, Dieu seul sait si c'est pur. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a encore beaucoup à faire pour satisfaire les besoins des populations en eau et à l'assainissement. Si la situation est telle que vous l'avez présentée en milieu urbain surtout, en milieu rural, ce sera alors la catastrophe? En milieu rural, c'est encore plus compliqué parce que tous les milieux ruraux n'ont pas encore les infrastructures d'approvisionnement en eau qu'il faut. C'est vrai que le Bénin a atteint les objectifs du millénaire pour le développement en ce qui concerne l'OMD relatif à l'accès à l'eau potable.
Mais il y a encore beaucoup à faire puisque, comme vous le savez, tels que ces indicateurs ont été appréciés, ce n'est pas exactement les mots de calcul qu'il faut. Et même lorsque on dit que nous avons atteint cet OMD, on sait qu'il y a, n'est-ce pas, des situations disparates sur le terrain d'un village. Sur quoi les gens se sont fondés pour dire qu'on a atteint cet OMD? Non, il y a des critères qui ont été fixés, c'est-à-dire un certain nombre d'équivalents de points d'eau pour une norme de population donnée. Et c'est en fonction de ça que lorsque vous avez atteint ces critères-là, c'est que vous avez atteint l'objectif. Mais on peut atteindre l'objectif et en même temps, il y a des zones, parce que c'est une question de moyenne. On peut avoir des zones où on a beaucoup plus d'infrastructures d'approvisionnement en eau que d'autres, peut-être d'autres qui n'en ont pas du tout. Et quand vous faites la moyenne de tout ça, vous dites, bon, dans cette zone, on a atteint, mais il y a des populations qui n'ont pas du tout accès. Mais voilà, la situation, elle est quand même bizarre. Que beaucoup de gens, beaucoup de zones soient sans eau et qu'on dise que le Bénin a atteint l'objectif du millénaire pour le développement concernant l'eau, c'est quand même bizarre. Allez, attention. Merci, mais ce n'est pas bizarre, comme l'a souligné le président du CANEA. En fait, l'OMD relatif à l'eau potable, c'était qu'il fallait travailler à réduire de moitié, disons, donc les populations, le taux de ces populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et donc, si vous dépassez la moitié, aujourd'hui, la moyenne, au sorti de la revue sectorielle 2015, nous sommes à 68%. Donc, ça veut dire qu'il reste encore des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et vous faites bien de rappeler que même à Cotonou, à côté ici, nous avons encore... mais vous avez parlé du milieu rural. Il y a 45% des personnes, des communautés en milieu rural qui n'ont pas accès à l'eau. Mais il n'y a pas que l'eau. Vous savez très bien que dans la plupart des cas, vous évoquez la question de l'eau potable, mais il y a la question de l'assainissement. Vous indiquez, avant d'aborder le volet concernant l'assainissement, vous avez dit dans les milieux ruraux, 45% de la couche est servie, c'est bien cela? Non, n'a pas accès accès à l'eau potable. Et les populations qui font des kilomètres avant d'avoir quelques bidons d'eau, vous considérez que ces gens-là également sont bien servis? Non, justement. C'est pour ça, ces gens-là sont dans les 45% dont nous parlons. Parce qu'en milieu urbain, avec les statistiques que nous avons, nous sommes autour de 115-116%. Donc, en milieu rural, on est autour de 45%. Ça veut dire que ces populations dont vous parlez se retrouvent au niveau des 45% de personnes qui n'ont pas encore accès à l'eau. Donc, au moins 55% en milieu rural ont accès à l'eau. Avec les différents points d'eau, les différents forages qui ont été réalisés. Et surtout, comme l'a souligné tout à l'heure le président du CANEA, c'est grâce, disons, à l'élan de l'atteinte des OMD qu'on a pu faire, quand même, qu'on a pu améliorer cette situation-là. Alors, la question, pourquoi en arriver alors à demander la constitutionnalisation des droits à l'eau et à l'assainissement? Voilà, justement. Donc, avec un état des lieux que nous avons... On pourrait quand même se satisfaire déjà, puisque vous avez dit l'objectif relatif à l'eau est atteint. Bon, pourquoi alors le besoin se fait-il sentir d'aller à la Constitution? Oui, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de ces populations qui font le chemin de croix et qui sont dans l'angoisse de la soif chaque jour et qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous sommes dans un contexte d'abord mondial où aujourd'hui on passe des OMD aux objectifs de développement durable. Et donc les objectifs de développement durable, c'est qu'aujourd'hui la communauté internationale fixe 2030 comme étant l'échéance où il faut atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Donc ça veut dire qu'il faut donc redoubler d'efforts et donc faire en sorte que toutes les populations aient accès à l'eau potable et à l'assainissement. Mais aujourd'hui, dans notre contexte actuel, national, c'est que notre président, le président Patrice Talon, a pris l'engagement lors de l'investiture de faire de l'eau et de l'énergie des droits inaliénables. Donc, par rapport à cette question, nous pensons que le raccourci, c'est que déjà, il faut que dans notre constitution, où on a aussi engagé un certain nombre de réformes, les réformes sont en cours, nous pensons que c'est l'occasion pour qu'on puisse
inscrit le droit à l'eau comme étant aussi, les droits à l'eau et à l'assainissement comme étant aussi des droits. Et donc, on pourrait que chaque gouvernement qui vient, chaque régime qui vient, on devrait faire l'effort d'améliorer la situation. Donc, nous pensons que la constitutionnalisation, en fait, offre véritablement, c'est un raccourci pour un peu amener tous les gouvernements et tous les régimes qui vont passer à faire de l'accès à l'eau et à l'assainissement une priorité. Cela permettra un peu d'inscrire, de faire de cette question une priorité dans les politiques et les différentes stratégies. Vous savez très bien que nous avons vu le gouvernement sur la question de l'énergie. Vous avez vu toute cette énergie et tous les milliards qui sont allés pour régler la question de l'énergie. Nous pensons que si l'accès à l'eau et à l'assainissement donc bénéficiait de ce même intérêt, de ce même élan et tout ça, on pourrait aussi régler cette question-là définitivement. Et lorsque vous réglez la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement, il y a un certain nombre d'indicateurs que vous allez améliorer, notamment la question de la santé des populations, la mortalité infantile. Vous savez qu'au Bénin, avec le programme eau et assainissement de la Banque mondiale, il y a 7000 Béninois qui meurent chaque année à cause de mauvais assainissement. Il y a 4300 enfants qui meurent chaque année à cause de mauvais assainissement. Je crois que si nous voulons régler les questions liées à l'éducation, liées à la santé et à la mortalité infantile, c'est qu'il faut régler la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Je rappelle aux auditeurs surtout, eux, ils nous écoutent seulement, ils ne vous voient pas. Donc, c'est M. Alain Tossuno qui vient de parler, les journalistes, membres du réseau des journalistes pour l'eau. Monsieur André Zogo, vous êtes le président du cadre de concertation des acteurs de l'eau et assainissement. Dans notre constitution, c'est bien écrit, noir sur blanc, que l'État doit garantir à tout citoyen le mieux-être. Dans le mieux-être, il y a l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau. Pourquoi alors demander encore la constitutionnalisation à l'accès à l'eau, au lieu d'aller sur le terrain de l'accroissement des adductions d'eau à travers des réformes, un cadre législatif? La constitutionnalisation des droits à l'eau et à l'assainissement donne une valeur juridique plus élevée à ces droits dont nous parlons, c'est-à-dire les droits à l'eau et à l'assainissement. En quoi? C'est vrai que dans la Constitution, il est reconnu le droit à un environnement sain, le droit à la santé, le droit à l'éducation, mais la base, c'est l'eau. On dit que l'eau, c'est la vie. Et lorsque vous n'avez pas l'eau, vous ne jouissez pas de l'accès à une eau de bonne qualité, vous ne pouvez pas jouir d'une bonne santé. Donc, c'est par l'eau qu'il faut passer avant d'atteindre la bonne santé. Et donc, il est important que nous puissions accorder cette valeur juridique plus élevée au droit à l'eau et à l'assainissement, parce que cela va permettre aux gouvernants d'être beaucoup plus face à leurs responsabilités. Premièrement, parce qu'ils devront dégager, n'est-ce pas, les ressources nécessaires pour satisfaire ces droits, parce que c'est des droits humains qui seront reconnus ainsi dans la Constitution. Et cela nous met également dans une bonne posture pour que les partenaires au développement qui nous accompagnent aussi voient que ça fait partie de nos priorités les plus importantes et que ces partenaires au développement puissent mieux nous accompagner, n'est-ce pas, dans ce processus de mise en place des infrastructures et des équipements nécessaires à faciliter l'accès de la population à l'eau et à l'assainissement. Alors, ce que j'allais demander, M. Zogo, c'est quand même comment en êtes-vous arrivé à ce constat-là? On sait qu'il y a quand même un arsenal juridique bien taillé qui quand même demande à ce qu'on mette de l'eau à disposition des populations. C'est-à-dire que cet arsenal juridique a montré ses limites. Aujourd'hui, vous avez raison de le dire, il y a un arsenal juridique, il y a une loi qui porte gestion des ressources en eau au Bénin, il y a des textes de loi aussi qui régissent l'accès aux services d'assainissement au Bénin. Mais, comme je l'ai dit, la Constitution a un niveau juridique plus élevé. Et aujourd'hui, avec les ODD, nous sommes beaucoup plus fixés sur des objectifs de l'accès universel. C'est-à-dire qu'il ne faut laisser personne à la traîne. Un individu, n'importe quel individu, quel que soit là où il se trouve sur le territoire,
il doit avoir accès à l'eau et à l'assainissement. Et c'est ça le droit universel, l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Vous m'excusez, quand vous parlez de l'eau et assainissement, qu'est-ce que vous mettez dans assainissement pour que les téléspectateurs et auditeurs puissent mieux cerner le thème? Lorsque vous avez accès à l'eau potable, lorsque vous utilisez l'eau, qu'est-ce que l'eau devient? Ça devient une eau usée. Et si vous n'avez pas les infrastructures, les équipements, les dispositifs nécessaires pour évacuer ces eaux usées, ça veut dire qu'en même temps, votre milieu est pollué. Donc l'eau va avec l'assainissement. Lorsque vous fournissez l'eau potable, vous devez mettre en place en même temps les dispositifs, les équipements nécessaires pour pouvoir évacuer cette eau lorsqu'elle deviendra eau usée. Et il y a aussi l'hygiène. Lorsque vous vivez, vous produisez des déchets. Il faut pouvoir prendre en charge ces déchets. Et vous êtes des êtres humains, vous mangez, après avoir mangé, vous devez, n'est-ce pas, évacuer les déchets qui proviennent de la digestion de ces aliments. Donc, il vous faut avoir des infrastructures d'hygiène, des latrines, des toilettes, pour pouvoir satisfaire vos besoins, et quel que soit là où vous vous trouvez. Donc, c'est tout cela que nous mettons dans l'assainissement. Alors, Alain Tossoumon, l'autre question, Tonkilen Benotin le disait tout à l'heure, dans la Constitution, déjà, il y a le droit à la santé, il y a le droit à un environnement sain et tout. Et maintenant, vous demandez à ce qu'on puisse constitutionnaliser les droits à l'eau et à l'assainissement. Est-ce que vous ne prévoyez pas un certain conflit? Parce que les constitutionnalistes vont vous dire que ce que vous voulez est déjà très bien pris en charge par la Constitution. Comment pensez-vous pouvoir, en tout cas, faire comprendre cette nécessité-là, d'aller directement au droit à l'eau et à l'assainissement? Merci bien. Vous faites bien de rappeler que dans notre Constitution, notamment l'article 27, qui parle de l'environnement sain. Mais comment vous pouvez donc garantir l'environnement sain s'il n'y a pas de l'eau potable, s'il n'y a pas l'assainissement? En réalité, c'est que notre pays a déjà adhéré à un certain nombre de conventions internationales. Et les Nations Unies, depuis 2010, depuis le 28 juillet 2010, donc, a reconnu l'eau et l'assainissement comme un droit fondamental. Et donc, à partir du moment où notre pays a adhéré à cela, et donc que les Nations Unies ont reconnu le droit à l'eau et à l'assainissement, c'est que logiquement, juridiquement parlant, nous devons internaliser ça au niveau de notre loi fondamentale. Et il y a beaucoup de pays déjà qui nous ont devancés. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 15 pays qui ont déjà constitutionnalisé les droits à l'eau et à l'assainissement. Il y a le Burkina qui l'a fait en 2015, il y a le Niger qui l'a fait, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez aussi les pays de l'Afrique du Nord. Donc je crois que, et dans tous ces pays qui ont constitutionnalisé les droits à l'eau et à l'assainissement, nous avons remarqué qu'il y a eu des progrès notables, parce que tous les gouvernements, tous les régimes qui viennent, alors font de cette question une priorité. Alors, si vous dites qu'aujourd'hui, que notre Constitution a garanti le droit à l'éducation, mais vous pensez qu'un enfant qui n'est pas bien portant peut aller à l'école? Si on parle de droit à la santé, vous pensez que comment on peut atteindre le droit à la santé si on ne garantit pas? Nous pensons que la question de l'eau et de l'assainissement, c'est des préalables. C'est des préalables. Et on ne peut pas avoir droit à la vie si effectivement on n'a pas le droit à l'eau. Et donc nous pensons que cela, ce n'est pas créer, comment on appelle, la réforme dont nous parlons, c'est mentionner également, comme on a mentionné pour l'éducation, et mentionner aussi l'eau et l'assainissement. Et tout le monde est d'accord que le mentionner, ça ne veut pas dire qu'on va poursuivre tout de suite l'État pour... vous savez très bien que l'éducation, la santé, et l'eau et l'assainissement sont des droits progressifs qui ne sont pas immédiatement exigibles, mais on encourage l'État, effectivement, à faire des progrès. On encourage l'État à améliorer la situation. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et là, je crois que le président de la République qui a vraiment voulu faire de l'eau un droit inaliénable, je crois qu'on lui offre l'occasion, à travers cette réforme que nous voulons, que nous appelons de tous nos voeux, à effectivement montrer, à manifester cette bonne volonté en inscrivant cela. Donc je crois que ce n'est pas juste un effet de mode d'inscrire aussi les droits à l'eau et à l'assainissement, mais nous pensons que c'est montrer vraiment c'est manifester la volonté politique
donc à véritablement faire de cette question-là une priorité. Là, est-ce que vous n'avez quand même pas un retard? Est-ce que vous ne venez pas en retard? Parce que nous avons eu la commission qui a été commise pour étudier les différents chantiers à intégrer à la Constitution dans le cadre de sa révision. On ne vous a pas du tout entendu. Et aujourd'hui, cette commission a déjà rendu son travail. Le travail se poursuit à d'autres niveaux. Comment pensez-vous qu'on puisse vraiment prendre ce que vous dites Monsieur le Président? Non, mais je crois que... Non, nous avons au niveau du cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement, comme vous le dites, on n'a pas fait beaucoup de bruit, mais nous avons commencé très tôt. Nous nous sommes alignés sur le programme, le travail de la commission. Nous avons écrit à la commission. Nous avons rencontré cette commission des réformes. Et nous avons fait notre plaidoyer au niveau de cette commission des réformes-là. Mais malheureusement, vous savez très bien que cette commission des réformes avait un mandat, avait des TDR bien précis. C'est-à-dire que les réformes qu'il fallait faire, ce que le président Patrice Talon a demandé, c'était des réformes politiques. C'était des réformes politiques. Donc, le rapport qui est sorti s'intéresse aux questions politiques. Les questions sociales n'ont pas été abordées, mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons également rencontré le ministre de la Justice, qui aujourd'hui, après le travail de la commission, donc c'est le ministère de la Justice et la direction de la législation, donc qui va élaborer le projet qui va aller, le projet pour aller au référendum ou bien à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons rencontré le ministre de la Justice pour continuer donc ce plaidoyer. Et le ministre de la Justice a été favorable, a compris tout l'enjeu et a reconnu l'importance de ces droits à l'eau et à l'assainissement. Et aujourd'hui, nous avons bon espoir que ce grain d'espoir qu'il nous a donné va se matérialiser donc dans la suite du processus. Après vous avoir écouté, M. Alain Tossouno, on conclut aisément que votre combat répond à une exigence internationale, le combat en ce qui concerne la constitutionnalisation des droits à l'accès à l'eau. Vous avez dit également que les pays qui ont abondé dans ce sens ont connu une évolution dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Mais moi, j'ai une préoccupation. Nous sommes à l'ère de la décentralisation. Est-ce qu'il suffit de constitutionnaliser les droits à l'eau et pour réussir ce pari-là, ou carrément vous pensez qu'il faut aller au-delà en mettant des exigences, des verrous au niveau de la loi concernant la décentralisation pour que les élus locaux puissent quand même s'approprier cette exigence? La Constitution étant la loi fondamentale, lorsque cette Constitution va reconnaître les droits à l'eau et à l'assainissement comme des droits fondamentaux, eh bien, tout l'arsenal juridique qui en découle devra faire la même chose. C'est pas évident. Vous savez très bien que la décentralisation n'est pas inscrite. En tout cas, ce volet n'est pas inscrit dans notre Constitution. D'accord, mais les tests de la décentralisation ne sont pas des tests immuables. C'est des tests qui sont appelés à évoluer. Lorsqu'on va les pratiquer pendant un certain nombre d'années, il sera question, n'est-ce pas, de les réviser, de les améliorer. Et aujourd'hui, on parle de la révision de notre Constitution qui est la loi fondamentale. Donc, une fois que les bases seront jetées dans cette Constitution, parce qu'en réalité, ce que nous demandons, c'est quoi? C'est de remettre les choses à l'endroit. On devait parler de l'eau et de l'assainissement avant de parler de la santé, de l'éducation, de l'environnement sain. Et c'est ça que nous demandons, remettre les choses à l'endroit. Et il suffit simplement de modifier un article qui existe déjà dans la Constitution pour préciser les droits à l'eau et à l'assainissement. Donc, une fois que ce sera fait, par la suite, tous les tests juridiques qui seront réformés, qui seront revus, devront tenir compte de cela et intégrer, n'est-ce pas, l'accès à l'eau et à l'assainissement comme des droits humains, comme des droits fondamentaux. Et au niveau des communes, cela devra être pris en compte parce qu'aujourd'hui, les communes, vous faites bien de le dire, la responsabilité des communes dans la mise en place des équipements et la gestion de ces équipements d'approvisionnement en eau et d'assainissement est vraiment reconnue pour ces communes. Et donc, les communes sont appelées à jouer un grand rôle. Mais le travail que nous allons faire au niveau de la Constitution, donc au niveau national, ça concerne l'ensemble du pays. C'est fondamental de pouvoir démarrer et de mettre en place cet arsenal juridique à ce niveau de juridiction élevé. Et vous savez très bien que la décentralisation est encore à la phase 1. On n'est pas encore très évolué, notamment à ce niveau-là. Alors comment pensez-vous que la communauté à la base puisse s'approprier réellement ce droit-là
Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. La décentralisation a fait des progrès, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, nous avons des communes qui sont en place et les acteurs locaux ont... Vous êtes sûr que les acteurs à la base ont ce qu'il faut? On parle encore de transfert de compétences, qui n'est pas encore une réalité. Oui, les tests ont réglé la question des transferts de compétences. Et le problème qui se pose, c'est le transfert des ressources qui doit aller avec le transfert des compétences. Aujourd'hui, c'est tout à fait clair que c'est à la base qu'il faut gérer la question. Et je crois les articles 93 et autres disent clairement que ce sont les communes qui ont la compétence de la fourniture et de la distribution de l'eau potable dans nos localités. Et en matière aussi d'hygiène et d'assainissement, c'est tout à fait évident que tout ce qui concerne la collecte, le transport et autres, là, des excrétants humains et autres, ce sont les communes qui ont la compétence. Notre politique nationale aussi l'a reconnu. Il y a des stratégies nationales en matière d'approvisionnement en eau potable, mais aussi en milieu urbain comme en milieu rural, qui reconnaissent donc et qui donnent pouvoir aux communes pour gérer ces compétences-là. Donc, il s'agit aujourd'hui à l'État central de travailler avec les communes pour, disons, amener ces acteurs locaux à internaliser, à intégrer dans leur plan de développement communaux et donc la question de l'eau et de l'assainissement. Il s'agit de prioriser cette question-là au niveau des PDC. Donc, et c'est pour cela que nous pensons. Si au niveau de l'eau potable, on a constaté qu'au niveau des communes, déjà, c'est une priorité. C'est une priorité l'eau potable. Mais c'est l'hygiène et l'assainissement qui sont à la traîne. Combien de ménages aujourd'hui disposent de toilettes appropriées? Et vous savez, au niveau de la moyenne, c'est à peine la moitié des populations aujourd'hui du Bénin. Quand vous prenez les 10 millions, à peine nous avons 5 millions qui ont des toilettes. Mais les autres, vous savez très bien que la question de l'hygiène et de l'assainissement est aujourd'hui une question qui est à la traîne. Donc, il faut faire en sorte que, après la constitutionnalisation des droits à l'eau et à l'assainissement, il revient donc à l'État central et donc de mobiliser les ressources, de mobiliser un peu les acteurs, les gouvernements locaux pour leur dire faites de l'hygiène de l'assainissement une priorité et nous allons gagner. Le programme eau et assainissement de la Banque mondiale dit que, par exemple, par an, c'est 70 milliards que le Bénin perd à cause d'un mauvais assainissement. Et donc, si nous voulons faire des économies, c'est qu'il faut investir. Et il ne s'agit pas, on ne dit pas à l'État d'aller construire des toilettes pour chaque ménage. Ça va être fastidieux et l'État n'a pas les moyens. Mais l'État doit encourager les approches qui font école, les approches innovantes pour déclencher les populations, montrer aux populations le bien fondé d'avoir une toilette dans sa maison. Et parce qu'aujourd'hui, vous avez des maisons sans toilettes et la défécation à l'air libre, c'est la chose la mieux partagée en milieu rural où il y a près de 87% de populations qui défèquent dans la nature. Même en Cotonou, ici, vous avez cela. Et alors, tous ces rejets-là finissent où? Dans les cours d'eau, dans les marigots. Et nous mangeons ça, puisque quand vous mangez le poisson qui sort du lac, alors que les gens vont déféquer dans le lac, c'est que vous-même, vous consommez. Des gens peuvent mettre à vous table. Consommez du poisson. Et donc, je crois que c'est très important. Nul n'est à l'abri et autant que nous sommes, nous devons être concernés et nous devons nous mobiliser. C'est pourquoi nous demandons que la constitutionnalisation des droits à l'eau et à l'assainissement soit une réalité pour que tout le monde, pour qu'on sonne la mobilisation de tout le monde pour régler ces questions-là. Peggy et Ludovic Dagba, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas conclure cette émission sans parler du PPEA 2. Tout à fait. Parce que vous parlez de la constitutionnalisation des droits à laisser à l'eau. Dans le même temps, il y a des ressources qui viennent d'ailleurs et qui sont disponibles pour financer la création des adductions et d'eau qui sont très mal gérées. Monsieur André Zogo, on va conclure sur cet aspect de la chose. Je rappelle que vous êtes le président du cadre de concertation des acteurs de l'eau et d'assainissement. Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de l'eau sans parler de PPEA 2, mais... Ils nous en voudront, les téléspectateurs. Tout à fait. Mais il faut reconnaître que ça, c'était vraiment un épisode très malheureux dans la gestion des ressources destinées à la mise en place des équipements et à la gestion des ressources en eau pour notre pays. Mais je pense qu'il faut que les dispositions qui ont été retenues pour être mises en œuvre puissent être mises en œuvre pour que nous ne connaissions plus jamais cela. En réalité, il y a des dysfonctionnements. Il y a des dysfonctionnements qui ont été constatés et qui ont permis que ces événements-là surviennent. Mais l'État a fait l'état des lieux et a vu où est-ce que ces dysfonctionnements-là se situent et qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a un plan d'action qui a été élaboré
n'est-ce pas, pour sortir de cette crise. Malheureusement, la gestion de ce plan d'action n'a pas été faite de façon transparente pour que tous les acteurs puissent accompagner la mise en œuvre de ce plan d'action. Donc, il est important que l'État et les acteurs puissent se donner la main pour assurer une certaine promotion de l'intégrité, n'est-ce pas, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et nous avons un travail que nous sommes en train de faire actuellement pour renforcer les capacités des acteurs en matière de promotion d'intégrité. Et nous avons accompagné un processus récemment qui a conduit à l'élaboration d'une charte de bonne gouvernance et de promotion de l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Cette charte a été validée. Nous sommes actuellement dans le processus de signature de cette charte qui quelle chance un document. Quelle chance que les acteurs de l'eau adhèrent à cette charte. Vous répondez ce sont les acteurs même. Secondes, oui. Ce sont les acteurs même qui ont conduit le processus ayant abouti à l'élaboration de cette charte. Merci à vous, André Zogo, dont la chance de réussite de cette charte, elle est énorme, donc elle est grande. Elle est Tosuno. Voilà, Tosuno, voilà. On va conclure en 5 secondes. Non, mais je voudrais dire que la constitutionnalisation des droits à l'eau et à l'assainissement, c'est un raccourci, c'est vraiment un raccourci pour améliorer la situation des personnes qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement. Et la question de l'eau et à l'assainissement doit être une priorité parmi les priorités. Donc c'est le sens de notre combat et nous avons bon espoir que les autorités politiques vont nous écouter parce qu'effectivement l'eau c'est la vie et l'assainissement c'est la dignité. Merci à vous, Alain Tossonon. Je rappelle que vous êtes journaliste, coordonnateur du réseau des journalistes pour l'eau. Et avec vous, André Zogo, président du CANEA, le cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement. Nous étions là pour parler un peu de la constitutionnalisation des droits à l'eau et à l'assainissement. Aujourd'hui, une priorité des priorités. C'était donc l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision Diaspora FM. Matin d'Eden se poursuit. On va accompagner nos invités avec une chanson de l'artiste béninois de la chanson Vifinte. Dévorier, Missy Moïsa, Wiro Poké pour Mauto et pour Amel. Carvé mystique. Mina inu kolo, mina inu kolo, mina inu kolo. Famille chena inu ko, odo chena inu ko, no me no na yo na moyo no me no odena. Mina inu kolo, mina inu kolo. Famille chena inu ko, odo chena inu ko, no me no na yo na moyo no me no odena. Wetine manovo no dale. Alors vide mono yatik modo atik papome. Ma ekpoto mi kotion, mi koro skoche. Skoche, skoche kole, skoche, skoche, skoche kole. Skoche, skoche kole, skoche, skoche, skoche kole. Sonumi, sonumi, nera siwe sonumi. Nyemano kento, sonumi, nera siwe libayo wajosiya. Nera siwe nyemano kento, nera siwe libayo wajolo. Sonumi. Treda boko Maria, e kuno mafundo nukuo, e mofu wede bunu tre no tre chime pam. La de te karungo, moi monkete, bonane kadoa, me biniwa okelofi. Juti, retache, oye bondo mi bonio mi conoscoche. Scoche, scoche cole, scoche, scoche, scoche cole. Scoche,
scotché collé, scotché collé, sonumi, mando kento, libai on wajudia, sonumi la, neda siwe wume, sonumi la, neda siwe wume, sonumi la, neda siwe wume, Dave Sound Studio. Sonumi, un titre de l'artiste béninois de la chanson Vifint. Nous abordons la répression du viol dans la chronique judiciaire de Horacia Adjodji. Bonjour. Bonjour Tranquillin, mesdames, messieurs, bonjour. Entre autres questions, comment peut-on définir le viol? Quels sont les éléments constitutifs du viol? Qu'est-ce qui amène les auteurs à commettre de tels actes? Quelle peine encourent les auteurs du viol? Voilà les questions que je vais vous poser juste après donc la chronique Toubeil de Mori Agua. Oui, Tranquillin, Akad Benotin. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un fait qui a retenu notre attention dans la cité. À vous. Les émigrants de la cité, Toubeil. Les mototaxis appelés émigrants, ce sont eux qui animent à longueur de journée notre cité. C'est aussi grâce à eux que la ville de Cotonou est bien colorée en jaune, Toubeil. Mais ce que moi je ne comprends pas encore à ce jour, c'est le nombre d'heures que certains, parmi eux, consacrent en réalité au travail, puisqu'ils sont nombreux à se regrouper à leurs différents points d'arrêt pour discuter politique nationale. On dirait que certains d'entre eux se sont spécialisés dans ces échanges sur l'actualité et y consacrent toute leur journée. Pendant que les autres vont et viennent, d'autres ne bougent point. Ce sont eux qui animent les débats. On se demande bien à quel moment de la journée ceux-là, qu'il convient d'appeler modérateurs et médians, se consacrent à leur job. Peut-être la nuit où ils font finalement les frais de l'insécurité à Cotonou, Toubeil. Ils sont nombreux, ces émigrants, qui consacrent du temps et de l'énergie à parler politique pendant des heures et des heures au lieu d'aller au travail. Parfois, ils oublient qu'ils doivent se rendre chez eux le soir avec de l'argent pour satisfaire les besoins de leur petite famille. Toubeil. Les débats aux différents carrefours entre émigrants sur l'actualité politique à n'en point finir, au point d'en arriver parfois aux mains, produisent-ils de l'argent ou des primes à nos frères qui sortent de la maison pour atteindre l'objectif d'y retourner avec de l'argent? Sûrement pas. Toubeil. Et pourtant, ils s'y consacrent. L'autre chose, c'est qu'on ne comprend pas souvent certains attroupements de ces conducteurs de taxi-moto à des moments donnés de la journée sur une rue ou sur une autre ou sur un pont de la ville, ce qui crée parfois des accidents. S'il vous arrivait de vous arrêter comme eux pour voir par curiosité ce qu'ils regardent, vous ne verrez rien. Toubeil.
Au lieu de les sortir de ces métiers, de ce métier hargneux, épuisant et suicidaire, on leur donne des milliards pour qu'ils s'y enracinent davantage. Même s'ils manqueront au microcosme de Cotonou, il est temps que l'on sorte ces valeureux messieurs du soleil, de la pluie et de la maladie à travers un projet bien pensé. Il faut s'y mettre. Tout baigne et à lundi, Inch'Allah. Moriago, vous savez très bien que je ne suis pas d'accord avec vous en ce qui concerne votre conclusion, parce que c'est déjà un secteur informel qu'on va peut-être organiser, parce que ça s'impose désormais. D'autres nationalités sont aujourd'hui au Bénin en train d'exercer ce métier. Vous avez des Togolais, vous avez des Nigériens, vous avez des Burkinabés, vous avez en tout cas plein d'étrangers, d'expatriés qui exercent ce métier. Et à Lomé, désormais, vous avez également les conducteurs de taxi. Moto, imaginez, celui qui n'a pas de moto, qui n'a pas de véhicule, qui doit aller au travail, aujourd'hui, qui doit quitter Apapa et se rendre derrière l'aéroport, comment va-t-il faire? Donc, désormais, ça s'impose. Et puis, nous qui produisons l'information, il nous faut des consommateurs. Et ceux-là sont considérés comme les premiers consommateurs de la presse nationale et internationale. Ce qu'on va peut-être déplorer, c'est qu'ils arrêtent les attroupements qui débordent sur la chaussée et qui, vraiment, vous l'avez dit, créent parfois des accidents. Et c'est ce qu'on va peut-être déplorer. Merci quand même à vous. Non, permettez-moi de dire, je pense que ceux-là même, vous les avez écoutés plusieurs fois sur ce plateau, ils demandent à quitter ce métier. Mais aujourd'hui, nous, de notre position, peut-être on voit que, bon, ce métier-là, ils alimentent, ils constituent quand même désormais un maillon fort pour consommer tout ce qui est information. Mais eux, ils veulent quitter ce métier. Si, par exemple, le secteur du transport était mieux organisé à Cotonou comme à Dakar, on n'aurait pas eux-mêmes, ils vont démissionner. Le préfet a indiqué que désormais, tous les conducteurs de taxi, moto, en tout cas, ceux qui sont sur son territoire seront immatriculés, que chacun d'eux aura désormais un numéro. Donc, cette opération va démarrer bientôt. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est des gens qui veulent qu'on organise un projet pour qu'on puisse les fédérer. Aujourd'hui, ils en ont marre. Même si d'autres viennent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. On va souhaiter qu'on organise mieux ce secteur, pas le secteur des émigrants, mais qu'on organise un projet qui va pouvoir les phagocyter et aussi qu'on organise le transport à Cotonou, encore car que la ville n'est pas bien tracée. Donc, organiser le transport pose aussi problème. Vous connaissez le projet Nous Manioc. avons du pain sur la planche. Vous connaissez le projet Manioc. Manioc. Vous connaissez ça au moins, non? Oui. Très bien. Voilà. Ils n'ont pas planté de manioc, ils ont plutôt acheté des cacahuètes. Merci à vous. Et nous pensons à ces conducteurs de taxi moto qui nous aident tous les jours. Moi, j'en utilise régulièrement. Horace Adjodi, on revient à vous dans un instant. La répression du viol, un thème qui m'intéresse parce que le viol est un problème, une problématique qu'on enregistre un peu partout au Bénin, en Afrique, notamment dans les milieux ruraux, notamment les milieux où les populations, les enfants sont analphabètes. Aujourd'hui, on va parler de ce thème. Comment peut-on le définir ? Alors, tranquille, il faut dire que nos cours d'assises connaissent de plusieurs cas de viol, que l'acte soit posé sur des enfants, des mineurs, que l'acte soit posé sur des adultes. C'est un acte qualifié de crime qu'il faut dénoncer et qu'il faut punir. Et la couche la plus vulnérable, la cible, ce sont les femmes. On nous dira que les hommes aussi sont violés, mais bon, les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Vous imaginez un vieux de 60 ans qui viole une petite fille de 12 ans, un vieux de 3 ans, un vieux de 60 ans qui viole une petite fille de 3 ans. Une femme de 65 ans qui viole un petit garçon de 12 ans, il faut aussi citer ça, parce que ça existe. Oui, vous savez, il faut dire ce qui est généralement. C'est vrai, ça existe. Les filles sont plus violées que des garçons. Voilà. Selon les statistiques.
Voilà. Donc, il faut dénoncer l'acte, il faut sensibiliser les parents à prendre soin de leurs enfants et surtout punir les auteurs de ces actes. Et il faut dire que plusieurs lois parlent en République du Bénin, parlent et répriment le viol. On peut citer par exemple la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes, la loi sur la prise en charge et le contrôle du VIH-Sida et le code de l'enfant. Et c'est quoi le viol? Le viol, si on dit que c'est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, ça peut être vaginal, ça peut être anal ou buccal sur la personne d'autrui, pas contrainte, pas menace, pas surprise et par violence. Alors, les personnes, la loi reconnaît 3 types de violeurs ou d'auteurs de viol. Il s'agit des personnes majeures saines, des personnes infectées du VIH-Sida qui décident de transmettre le virus aux femmes par le viol, le cas et enfin le cas des mineurs. Il faut aussi préciser que les femmes mariées sont également violées, peuvent être violées par le mari. Cela paraît absurde aux yeux de certaines personnes, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, la loi poursuit les maris qui violent leurs femmes. Vous avez dit qu'une femme légalement mariée dans le couple, on peut identifier des cas de viol. Bien sûr. Des cas de viol, c'est-à-dire que le jour où la femme n'est pas disponible, mais disposée à aller à l'acte, si le mari l'y oblige, on peut considérer ça comme un viol. C'est vrai, il faut dire que l'acte sexuel, c'est une obligation dans le couple. C'est une obligation dans le couple. Mais... Nous sommes en Afrique et au Bénin. Il ne faut pas parce qu'on sait qu'en Europe, aux États-Unis, dans les pays de grande démocratie, c'est le commerce et le business. C'est-à-dire que même si parfois elle est consentante, après là, elle peut débarquer au commissariat ou bien à la gendarmerie et dire que Ins m'a violée, sachant bien que Ins a des moyens et puis qu'elle peut facilement en profiter. Donc, vous savez, ça se passe. Je suis d'accord avec vous. Mais bon. Bon, ce soit le débat. Je crois qu'il faut, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut un thème précis sur ce cas particulier. Vous avez dit parlant de viol, on peut violer, les mineurs sont concernés, les personnes âgées également sont concernées. Comment identifier un viol? Voilà, vous voulez parler des éléments constitutifs du viol. Il faut déjà dire que le premier élément constitutif du viol qu'il faut observer, c'est l'acte de pénétration avec le sexe de l'auteur. Il faut également une victime et il faut que la victime soit vivante. On ne peut pas violer un cadavre. Il faut également des preuves et dans certains cas, le juge ne tient que compte des déclarations de la victime. Mais dans d'autres cas, il faut des preuves tangibles, donc des examens médicaux. Je vous propose de suivre ici le juge Ano Tofou. Il est juge des mineurs au tribunal de première instance de Cotonou. Souvent, les femmes violées se préoccupent plus de leur bien-être et dans le souci de leur bien-être, elles sont parfois amenées à faire leur toilette intime. Voilà quelque chose qui détruit et en quelque sorte la scène du crime. Parce que lorsque le viol a été commis au niveau vaginal, le vagin de la femme devient alors la scène du crime. Il faut donc conserver la scène du crime en l'état jusqu'à aller voir un médecin spécialiste, un gynécologue, qui puisse avoir la présence d'esprit de faire ces consultations, de faire des prélèvements et d'avoir s'il y a toujours au niveau vaginal la présence de sperme. Auquel cas, ce sperme-là doit être analysé. Et la personne qu'on soupçonne être auteur de ce viol, on doit pouvoir lui demander un échantillon quelconque, ça peut être sa salive et autres, et faire un examen génétique pour comparer les deux éléments biologiques, le sperme et ce qui a été prélevé sur lui. Ces éléments rapportés au dossier doivent vous permettre d'asseoir un dossier béton. Mais lorsque nous sommes dans le cas d'un mineur ou d'une fille mineure qui a été violée, la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes dit que si c'est une mineure de moins de 16 ans, son consentement n'est pas requis. Si la fille de 14 ans que vous voyez, que vous dites
être votre petit ami, ainsi que cela se passe ici et là, surtout dans les écoles, nos écoles où nos jeunes s'adonnent à profusion aujourd'hui au CES et à tous ces dérivés. Si donc cette fille vous dit bon, qu'elle a envie de passer à l'acte avec vous et que dans cette insouciance, vous vous laissez aller à ce rapport sexuel, évidemment, quand nous serons devant la justice, si le rapport sexuel a été consommé, si la fille se plaint, vous reconnaissez le rapport sexuel, elle a moins de 16 ans, vous êtes poursuivi pour viol. À l'instant, M. Arnaud Toffon, il est juge des mineurs. Qu'est-ce qui amène les auteurs à commettre de tels actes, Horacia Djodji? Donc il faut dire que les filles ou les dames sont parfois responsables de ces actes avec le port des tenues légères qui ne laissent pas indifférents les auteurs de ces actes. Nous l'avions dit ici vendredi dernier lorsqu'on parlait du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Il faut aussi noter l'abus de l'alcool et autres stupéfiants qui stimulent les auteurs de ces actes. Il faut aussi dire qu'il faut aussi mettre cela sous le coup de l'évolution technologique. Les jeunes aujourd'hui qui ont un accès facile à Internet, un accès facile aux réseaux sociaux qui vont facilement visualiser des films pornographiques sur les réseaux sociaux et qui ont tendance à les mettre en application. De toute façon, il faut dire que ces actes ne sont pas sans conséquences sur les victimes. Cela laisse des séquelles sur le plan physique de ces victimes, un traumatisme psychologique. Je vous invite ici à suivre des cas que nous cite le juge Arnaud Toffon. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est une fille qui a été violée et qui, depuis 2011, où elle a été violée par un garçon en qui elle avait une certaine confiance. Et depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour, elle vit une situation de dépression. 2011, nous sommes en 2016, ça fait 5 ans que cette fille vit toujours une situation de dépression. Et je voudrais également évoquer un autre cas de viol en Patouze. Et on me dira si c'est bien au Bénin. Oui, il y a des situations bizarres qui se passent de plus en plus au Bénin, sans doute parce que les adolescents, les jeunes ont un goût immodéré pour le sexe, un goût immodéré pour la pornographie, un goût immodéré pour les réseaux sociaux qui divulguent des informations qui ne sont pas appropriées pour leur croissance et leur épanouissement. Donc, ces jeunes garçons accros de la pornographie, ils ont soumis la fille à une relation sexuelle genre patouze et à l'issue de cette relation-là, la fille qui a été violée et qui saignait déjà au premier acte sexuel a continué à être violée jusqu'à ce que chacun d'entre eux ait fait de tout. Voilà un peu de cette situation qui se passe dans notre pays et qui doivent interpeller la conscience des parents qui, dans le souci de donner un certain bien-être à leurs enfants, n'hésitent pas à leur doter de portables Android avec une connexion Wi-Fi ou une connexion Internet sans se soucier des conséquences et des sites que ceux-là peuvent consulter. Nous savons tous aujourd'hui que YouTube diffuse des vidéos pornographiques et les parents qui ne sont quasiment pas à la maison, qui n'observent pas cela, ne peuvent donc pas contrôler et ne peuvent donc pas savoir si les enfants sont en train de développer des élans allant à la pratique de viol ou de la débauche sexuelle en ville. L'éducation à l'aide du numérique, c'est véritablement une problématique, une équation à multiples inconnus. Quelle peine encourent les auteurs du viol? Alors, nous l'avions dit, je l'ai dit au départ, le viol, c'est une infraction grave, c'est un crime. Et selon la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes, la peine est aggravée de 10 ans, en plus de la peine initiale qui est de 20 ans, donc ça fait 30 ans. Et lorsque l'auteur est infecté du VIH-Sida, la peine est également aggravée. Elle passe de la peine des travaux forcés à temps à la réclusion criminelle avec une peine d'amende allant jusqu'à 1 million de francs CFA. Au Bénin, on a déjà jugé
des auteurs de viol, des cas de viol. Plusieurs cas de viol. Qui croupissent déjà dans les prisons, dans les univers carcéraux de notre pays. Bien sûr. Très bien. Merci à vous, Horace Adjodi. On parlait donc de la répression du viol. Polycarpe, Judicaï Polycarpe Aïdjounou, bonjour. Bonjour Tranquillin et bonjour à tous. Avec vous, il ne s'agira pas de parler du viol. Certainement pas. On va parler du sport dans un instant. Football pour démarrer, actualité sportive au Bénin. La Fédération béninoise de football dévoile la liste des clubs retenus pour disputer les championnats nationaux. Oui, c'est le cas et cela se passait ce jeudi. Et donc, on dira que pour le compte de ces championnats béninois qui doivent avoir lieu dans peu de temps, la liste des clubs retenus pour disputer ces championnats a été donc dévoilée. Et pour ce qui concerne la Ligue 1, on retiendra que 14 formations ont donc été identifiées, ont donc été citées pour prendre part à cette compétition. Il y en aura autant dans le championnat de deuxième division. Et pour ce qui concerne le coup d'envoi de cette compétition, on annonce la date du 29 octobre 2016 pour être la date du démarrage de ces différentes compétitions. On ajoute que la liste des clubs retenus pour disputer les championnats du Bénin a été dévoilée après que ces formations ont rempli les formalités demandées par la Fédération béninoise de football. Foot béninois, mais sur un autre plan, on va évoquer maintenant le nouveau classement FIFA qui a été rendu public ce jeudi et on retient que le Bénin est 17e, le 17e pays africain de ce classement et est classé 111e au plan mondial. La Côte d'Ivoire est la toute première sélection africaine de ce classement et qui occupe la 34e place juste devant l'Algérie qui est 35e, le Sénégal est 39e, l'Argentine, la Belgique et l'Allemagne dominent donc ce classement et sont respectivement première, deuxième et troisième de ce classement. Le Bénin a-t-il régressé ou a-t-il progressé? Le Bénin a obtenu une place. Comment ça se fait? Non, il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte dans le classement. Il y a évidemment les performances et puis, je ne vous le dis pas, c'est un calcul terrible qui est fait. Il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte, même quand il m'est arrivé de me pencher sur cette question. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre encore la façon dont ces calculs sont faits. Je l'avoue vraiment. Ça, c'est parole du reporter sportif. Oui, non, c'est si mathématique que je me demande, bon, vous qui avez un bac scientifique, si vous penchez sur la question, peut-être que vous aurez moins de difficultés que moi. Vous me donnez les détails, je vais m'y essayer. Ah oui, on verra bien. On va se pencher sur la question. Mais à la fin de cette émission, vous me direz ce que vous comprenez de ce classement. Merci à vous. Après l'élection présidentielle à un tour organisé au Gabon le 27 août dernier, l'atmosphère est tendue. Tout le monde attend les résultats, la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. La Coupe d'Afrique des Nations, normalement, pour l'édition 2017, doit se dérouler au Gabon. Et la CAF essaie d'anticiper, elle envisagerait de délocaliser la compétition au Maroc au cas où la situation va dégénérer après les résultats. Vous avez parfaitement résumé la situation et c'est une information que nous tenons de l'équipe. C'est un média français qui annonce que la CAF est en train de d'avoir des contacts avec le Maroc pour essayer donc de délocaliser la compétition de la Coupe d'Afrique 2017 au Maroc au cas où le Gabon ne serait plus en mesure donc d'organiser la compétition. Et on rappelle que la situation post-électorale au Gabon, marquée par la contestation des résultats de la dernière présidentielle, n'est pas étrangère à ce choix de la CAF. On rappelle également que la Coupe d'Afrique 2015 a eu finalement lieu en Guinée équatoriale après que le Maroc avait refusé d'organiser la compétition pour éviter des risques de propagation du virus Ebola que subissaient plusieurs pays à l'époque. Vous vous rappelez de l'année 2015 où on avait connu une véritable évolution de cette épidémie-là. À l'époque, certaines presses avaient indiqué que la CAF avait sanctionné le Maroc pour avoir refusé d'organiser
Oui, au départ, il y a bien eu des idées de sanctions du Maroc, mais par la suite, la CAF a dû revoir un peu sa position pour permettre donc au Maroc de revenir dans le Conseil des Nations du football. Intéressons-nous à présent à la Ligue Europa. Oui, et on signale que la première journée de groupe de cette compétition a eu lieu donc ce jeudi. On va juste mettre en évidence quelques résultats, notamment l'échec de Manchester United face à Feyenoord de Rotterdam 1-0. Donc Mourinho commence de la plus mauvaise des manières cette compétition. On annonce également le résultat nul entre Panathinaikos et l'AS Roma qui ont fait un match nul d'un but partout. Nice perd son match face à l'OGC Nice 0-1. Et on parle d'une autre Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, dont nous avions parlé ces derniers jours, notamment la première journée qui a eu lieu mardi et mercredi dernier. On revient aujourd'hui spécialement sur une rencontre qui a retenu beaucoup les attentions, le match Real Madrid Sporting Portugal. Et vous vous rappelez le contexte dans lequel le Real a pu obtenir la victoire, une victoire obtenue à l'arraché et par le score de 2-1 alors que le Real était mené 1-0 jusqu'à la 89e minute de jeu. On revient aujourd'hui sur ce résultat pour vous faire entendre les réactions des entraîneurs des deux formations, notamment Zinedine Zidane du Real Madrid et Jorge Jesus du Sporting Portugal. Nous, ce que l'on a, c'est un groupe fort, un groupe qui est concentré et qui peut à tout moment, on sait qu'à tout moment on peut faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé. Même si on sait que tout n'a pas été parfait, mais jamais, ça sera jamais parfait en fait. Un match sera jamais parfait. Le Sporting a joué un grand match. Nous manquons seulement de joueurs plus expérimentés. Nous avons de très bons joueurs, mais ils ont besoin d'un peu plus d'expérience. Le premier but de Cristiano Ronaldo était un grand but. C'est clair, il est le meilleur joueur du monde. Ça arrive. Ça aurait pu ne pas arriver, mais finalement, il a marqué. Voilà, c'est sur ces images que nous bouclons la page sport. Bien sûr, et voilà pour les infos sportives. Maintenant, je vais révéler aux téléspectateurs, aux auditeurs, une promesse que vous m'avez faite de m'offrir votre tenue que je trouve suffisamment belle. Et pour ceux qui se demandent si je pourrais mettre la tenue qui n'est pas de crainte, j'ai un couturier qui fait des retouches formidables, donc je pourrais toujours mettre la tenue pour m'abattre. Et si on commençait par le coupe-chef? Pas le chapeau, oui, j'enlève le chapeau. Le coupe-chef, je le prends. J'enlève le chapeau. Oui, je le prends en direct. Le chapeau de tranquillité, on doit faire un rituel dessus d'abord. On doit faire un rituel dessus d'abord. D'accord. Donc vous le gardez. Oui, bon, je garde le chef. Ne le portez pas. D'accord. On doit d'abord faire un rituel. Savez tu de quoi il s'agit. Ok. Et après ça, vous allez le porter. Ok. Voilà. Merci à vous. C'était donc Matin d'Éden. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt. Excellent début de week-end à vous.